Cher Esprit Libre, bonjour à tous. Et meilleurs vœux pour l'année 2021. Nous sommes au début de l'année. Le titre de ce chapitre, Au cœur de la démocratie. Et en sous-titre, La compétence universelle d'un peuple. Je veux montrer qu'un peuple a une compétence. Et pour aller au cœur de la démocratie, pour bien comprendre ce que je veux dire, j'aimerais revenir sur la notion d'intérêt général. Nous sommes environ 45 millions d'électeurs inscrits en France. La question est la suivante. Y a-t-il une différence entre le rassemblement de 45 millions d'intérêts personnels et l'intérêt général de ces mêmes 45 millions? Le libéralisme y répond formellement dans la mesure où il affirme que le rassemblement de 45 millions d'intérêts personnels muterait, grâce à la fameuse main invisible, en un intérêt général pour une société juste et équitable. Depuis le début de ce travail, je tente de montrer que cette équation est fausse. Revenons sur les quelques exemples du chapitre précédent, qui se nommait « Au cœur des peuples ». J'avais pris comme exemple les participants de la Convention citoyenne pour le climat tirés au sort. Vous en souviendrez. 150 personnes tirées au sort, capables de proposer 149, je crois, propositions intelligentes. Ils n'avaient aucune compétence au départ. J'avais pris l'exemple du panel des Gilets jaunes sur les ronds-points. 300 000 gilets jaunes répartis sur 2000 ronds-points. Tous mus par cette énième augmentation du gasoil et de l'essence. En un mois de temps, ils avaient une pensée. Il a émergé du cœur des Gilets jaunes une pensée politique intelligente. J'avais également pris l'exemple des 12 jurés d'une cour d'assises, à qui, contrairement à l'évidence, on va demander de décider, on est devant des crimes de sang, de décider si le présumé innocent est coupable ou pas. Ce ne sont pas les juges professionnels qui vont décider, ils vont arbitrer, mais ce sont 12 jurés tirés au sort, pris au hasard. Et puis j'avais enfin pris le serment du jeu de paume, où 300 députés se réunissent quelques semaines avant le 14 juillet 1789 et font le serment de ne pas quitter cette salle du jeu de paume sans avoir écrit une constitution pour le peuple français. Donc, ils étaient tous tirés au sort, soit par l'homme, soit par la vie. Tous étaient a priori incompétents en la matière, y compris les députés pour écrire une constitution. Mais tous ont acquis a posteriori une compétence. J'ai appelé cette compétence la compétence universelle du cœur. Mais quel serait le processus qui ferait d'un homme du peuple, un citoyen compétent? C'est le fait de se hisser au niveau de l'intérêt général. On sort de son intérêt personnel, qui a une tendance égoïste, on se hisse, on change de paradigme, on change de monde, on passe du versant matériel, rationnel, social, au versant spirituel qui incarne les valeurs universelles. C'est cette métanoïa, ce renversement qui fait que l'on passe de l'intérêt personnel à l'intérêt général. Où à ce niveau-là, on va incarner, éveiller
ces valeurs du cœur qui sont gravées à notre naissance. Et ceci chez tous les hommes. Donc, quand on se hisse, on oublie momentanément son intérêt personnel, ce qui revient à actualiser les valeurs universelles en nous. Pourquoi dit-on en démocratie « les urnes ont parlé » ou encore « le peuple a parlé » ? D'autant que très souvent le résultat électoral a donné tort au sondage. Alors évidemment, quand nous entendons dire ça, par les politiques par exemple, ils ne se disent pas « tiens, les valeurs universelles gravées en lettres d'or dans les cœurs des citoyens ont parlé ». Non, ils ne se disent pas ça, ils se disent « bon, c'est la démocratie, donc le peuple a parlé, on doit respecter la démocratie ». On est bien d'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est que quand on dit « les urnes ont parlé », et ce que nous devons faire demain, quand nous irons voter un vote intelligent, un vote informé, eh bien, c'est de considérer qu'il y a une compétence universelle dans le cœur des peuples. Parce que chaque votant ou non-votant s'est hissé, même un peu, à sa manière, au niveau de l'intérêt général, alors les urnes disent quelque chose que les sondages ne disaient pas. Pourquoi je peux dire ça? Parce que quand, sur un panel de 1000 personnes, pris au hasard, vous questionnez une personne par téléphone ou un micro-trottoir, la personne ne fait pas l'effort à ce moment-là, dans un sondage, de se hisser à l'intérêt général. Elle ne change pas de paradigme. Elle répond sans vraiment y penser, sans vraiment faire cet effort, vous voyez. Voilà pourquoi les sondages ne donnent pas la réalité de l'autre côté, à l'intérieur de cette immense dimension spirituelle collective. Vous voyez ? Il ressort donc une vérité des cœurs à chaque élection, notamment celle actuellement du plus grand parti de France et des autres pays, le parti abstentionniste, qui dit quelque chose. Il dit, vous les élites politiques, ne travaillez plus pour l'intérêt général. Vous ne nous intéressez plus. Il est là, la véritable question, la véritable raison pour laquelle de chaque élection, le parti abstentionniste est de plus en plus important. Je voudrais vous proposer un autre exemple qui exprime concrètement cette compétence universelle. Le 15 janvier 2019 s'ouvrait le grand débat national supposé permettre à Emmanuel Macron de sortir de la crise des Gilets jaunes. Ce grand débat a récolté 160 000 doléances, lesquelles ont été pensées par 1,5 million de Français. 1,5 million, selon une estimation du gouvernement révélée par le site libération.fr, Check News du 8 avril 2019. Cette richesse, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, non, je me suis perdu. Cette richesse d'informations inédite, la dernière fois c'était Louis XVI, devait être publiée en ligne. C'était un engagement du gouvernement. Elle ne l'est toujours pas en 2020, en 2021. Une association d'ailleurs s'est créée pour justement essayer de récolter département par département ces cahiers de doléances. C'est une très bonne initiative. Mais ce qui nous intéresse dans cet exemple, c'est son trésor caché. Si nous avions un œil bionique capable d'avoir une vue d'ensemble, nous verrions une masse informe d'informations pêle-mêle, à l'instar d'une casse d'automobile. Imaginez à présent un conseil démocratique constitué d'honnêtes chercheurs
politologues, anthropologues, sociologues, psychologues, économistes, statisticiens. Au bout d'1 an ou de 2 ans ou 3 ans de travail, vous auriez d'un côté tous les témoignages révélant la souffrance d'un peuple et de l'autre les pépites d'un vrai programme démocratique, c'est-à-dire une compilation de ce que j'appelle la compétence universelle du cœur d'un peuple. Un panel d'1,5 million de Français tirés au sort par la vie se sont hissés en conscience au niveau de l'intérêt général. Eh bien voilà une pratique démocratique sublime que nous devrions instaurer régulièrement, je disais tous les 10, mais tous les 20 ans. Tous les 20 ans, parce que c'est une génération, et en fait, il y a une évolution sociale, une évolution des mœurs, qui fait qu'on n'aurait pas les mêmes réponses aux mêmes questions. Il y a donc, voyez-vous, une différence de nature, et non de degré, entre l'intérêt général, qui exprime les valeurs universelles gravées en lettres d'or dans tous les cœurs des citoyens, et le rassemblement d'intérêts particuliers. Il y a une différence de nature entre la compétence universelle du cœur des peuples et les compétences individuelles technocratiques des élites. Vous voyez, là j'ai une compétence d'origine spirituelle, morale. C'est-à-dire que toute loi, toute décision des élites qui irait contre la morale du moment serait bloquée par cette compétence universelle du cœur si elle pouvait s'exprimer. L'intérêt général et les valeurs universelles forment donc les deux facettes d'une même réalité. Monde matériel, monde spirituel. Tant de la réalité ontologique, celle que j'essaye de montrer depuis le début dans cette nature double de l'homme, mais également une réalité anthropologique. Car du point de vue anthropologique, l'intérêt général exprime au sein du monde social, on passe de l'intérêt général intérieur, si vous voulez, exprime au sein du monde social ces valeurs issues du monde spirituel. Autrement dit, la thèse que je vais tenter de vous montrer pourrait se formuler ainsi. Le vote en conscience, donc informé, d'un peuple, donc informé par la vérité, pas par le mensonge bien sûr, le vote en conscience d'un peuple révèle une compétence universelle issue de son cœur spirituel que les compétences particulières des élites auraient le devoir de mettre en œuvre. C'est l'exemple du grand débat national si le gouvernement macronien ne l'avait pas méprisé, comme il a méprisé la Convention pour le climat. Donc pour aller au cœur de la démocratie, il faut répondre à cette question. Car je prétends que le peuple, quand il se hisse au niveau de l'intérêt général et qu'il vote, il a une compétence universelle. Il répond au mieux, il répond pour l'intérêt général. Il répond au profit de tous et pas au profit d'une minorité. Et donc la question est la suivante, existe-t-il un seul démocrate, un vrai démocrate sincère, existe-t-il un seul démocrate qui croit sincèrement à la compétence du peuple? Je pense aucun. La compétence est du seul domaine des élites technocratiques. Même Étienne Chouard, qui prône une démocratie par tirage au sort, je peux être que d'accord avec lui. Alors, c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais il croit à une démocratie par tirage au sort, mais pas parce que le peuple a une compétence. Son argument, supposé justifier son idée, repose sur le fait que l'élite politique s'avère systématiquement incompétente. Du coup, les nouveaux représentants tirés au sort seraient au même niveau de compétence, et par suite
apprendraient petit à petit leurs fonctions en pratiquant la politique. Ils deviendraient compétents avec l'avantage qu'ils ne seraient pas encore corrompus, à l'instar des politiques professionnelles. C'est ça son idée, si vous voulez, voyez. Donc, il n'accorde pas de compétences au peuple. Mais comme le pouvoir finit par corrompre, évidemment, les nouveaux représentants du peuple seraient donc changés après chaque mandature et ainsi de suite, afin qu'il n'y ait pas une installation qui fait que le pouvoir devient un pouvoir égoïste et n'est plus un pouvoir au service du peuple, un pouvoir altruiste. Michel Onfray, de son côté, ne croit pas à l'homme providentiel en 2022, dit-il. Mais en revanche, il croit au peuple providentiel. Je dirais qu'il s'approche quelque part de ce que j'essaie de vous montrer. Mais providentiel signifie soit qui est dû à la providence, avec un P majuscule, donc divine, soit qui est dû au hasard, à la chance. Michel Onfray, ne croyant évidemment pas à la providence divine, se réfère donc plutôt à la chance. Il espère donc un nouveau programme souverainiste qui serait porté par une nouvelle équipe sortie du peuple. Oui, c'est bravo, mais ça ne donne toujours pas de compétences au peuple, dans le peuple. Quoi qu'il en soit, ni l'un ni l'autre, ni personne ne croit à la compétence d'un peuple, ni le peuple lui-même. Le vote démocratique d'un peuple se résume donc à élire ses représentants comme on choisit une robe. S'il semble bon envers le peuple, votons pour lui. Du coup, chaque candidat met une belle robe et fait de belles promesses, mais jamais tenues. Au final, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, n'a en réalité aucun sens réel, puisqu'un authentique pouvoir doit s'appuyer nécessairement sur une compétence. De ce point de vue, démocratie signifiait seulement et signifie toujours égalité entre tous les hommes, liberté pour tous et fraternité pour une solidarité envers les chômeurs, les retraités, les malades, donc les faibles. Ok, très bien, mais oui, il n'y a pas le pouvoir là-dedans. Et suppose donc une élite, seule une élite compétente, au service d'un peuple, quant à lui qui serait seul compétent. Selon moi, c'est une erreur. C'est une erreur qui explique les diverses révolutions au sens étymologique, c'est-à-dire que systématiquement, nous revenons au même point. Le peuple souffre, manifeste contre les élites, souvent avec violence parce que les élites ne l'écoutent pas, et c'est le seul pouvoir que les peuples ont à leur disposition. Et comme personne ne les écoute, puisque nul ne lui reconnaît une compétence universelle, on en arrive à un dégagisme, on en arrive à une révolution, on en arrive à recomposer les élites. Le problème, c'est qu'on recommence toujours la même chose. L'une des raisons, alors bien sûr, c'est qu'on est toujours resté dans une société à fondement égoïste et non pas altruiste, hein. Ça fait un moment que j'en parle, mais une autre raison, et puis il y en a d'autres, hein, mais celle-ci en est une, c'est qu'on ne reconnaît pas une compétence au peuple. Et on ne sait pas non plus aller chercher cette compétence. Donc aujourd'hui, la réalité de cette pseudo-démocratie réside dans un vote tous les 5 ans, depuis quelques années, avant c'était 7 ans, en vue de conférer une légitimité aux représentants, lesquels représentants, quand ils sont élus, gouvernent selon les sondages d'opinion et le nombre de manifestants en colère. Même le référendum ne représente pas une compétence. C'est juste une approbation seulement quand elle va dans le bon sens. Et souvenez-vous, bien sûr, en 2005, le refus tant des Français que des Néerlandais
qui n'ont pas voulu du traité constitutionnel de l'Europe en 2005. 15 ans plus tard, bien sûr que nous avions raison. Voilà pourquoi systématiquement, depuis 3 siècles de démocratie, les élites finissent par se servir au détriment du peuple, et par voie de conséquence, les peuples dégagent régulièrement les élites. Et on lira avec profit Populophobie de Guillaume Bigot, il vient de le sortir, c'est vraiment à lire, et il raconte parfaitement bien ce qui se passe, et c'est récurrent, vous voyez, révolution, c'est récurrent, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on n'accorde pas une réelle compétence au peuple, et on ne sait pas comment aller chercher cette compétence. On ne peut pas voter des lois contre les peuples. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire un monde contre les peuples. La gouvernance mondiale actuelle, depuis une quarantaine d'années, croit le contraire, et cherche d'ailleurs à démolir ces démocraties. Donc, or, si nous voulons, nous le peuple, instaurer une authentique démocratie, nous devons savoir qu'il existe en nous une compétence, en tant que peuple. Non une compétence individuelle de chacun que nous pourrions agréger sous une forme ou sous une autre, on l'a bien compris. Hein. Ce n'est pas une compétence là, une compétence là, une compétence là. Non, non, non. C'est une compétence spirituelle. Hein. Non une compétence d'opinion ou de sondage non plus. Hein. Mais une compétence universelle qui se traduirait par un vote réfléchi en termes d'intérêt général avec les valeurs universelles chevillées à nos cœurs. C'est cette compétence-là que nous avons. Et c'est celle-là qui a une vision, qui est capable de donner un cap, qui est capable de décider ce qui est bon pour le plus grand nombre. J'insiste donc sur ce postulat spirituel. Écoutez bien. De même, l'intérêt général d'une démocratie est fondé sur cette compétence universelle du cœur des peuples. Ce sont 2 facettes de la même réalité, intérêt général et valeurs universelles. De même, jadis, la royauté était fondée sur cette même compétence issue du droit divin, c'est-à-dire issue des mêmes valeurs universelles. Les rois, comme l'aristocratie, étaient, du point de vue spirituel, investis d'une compétence universelle au service des peuples, parce qu'ils étaient supposés incarner les dites valeurs. Ils étaient dépositaires des valeurs du cœur. Alors je sais, c'est pas évident d'admettre ce parallèle, je comprends, mais c'est un parallèle qui permet, si vous voulez, de s'apercevoir que tout ceci vient du fond de l'histoire. Je prends par exemple la fonction du fou du roi, qui représentait le cœur du roi, c'est-à-dire au service du peuple. Il était le seul à pouvoir dire ces 4 vérités au roi, sans perdre la vie. Il était protégé par sa fonction. C'était une sorte de contrepoids. Puis les rois, ayant perdu leur vision spirituelle de droit divin, ce sont les cœurs des peuples qui incarnent aujourd'hui cette vision par le même cheminement spirituel. C'est ça que je veux vous montrer. Même si le droit divin, ça choque des non-croyants, le même chemin spirituel devrait nous permettre de nous accorder sur ce point-là. Quand nous, les peuples, étions très ignorants, c'était le clergé, côté spirituel, et la noblesse de robe et d'épée, côté social et sécuritaire, qui étaient responsables d'incarner ces valeurs pour mieux nous guider. Il m'est arrivé un jour de discuter, mais il y a bien plus de 40 ans, avec un réel aristocrate. Mais c'est ce qu'il disait. Il disait, d'un côté, nous avons le confort matériel, hein, en contrepartie, nous sommes au service du peuple, des pauvres, des faibles, des ignorants. Vous voyez, c'était ça le marché, si vous voulez. Et donc, toute cette noblesse était
responsables d'incarner ces valeurs pour mieux nous guider. Je prends l'exemple aujourd'hui de la reine d'Angleterre. Elle incarne le cœur du peuple anglais, tandis que le gouvernement gère le pays. Mais elle est le garant que le gouvernement anglais respecte la volonté du peuple. Cet argument, ou plutôt ce postulat spirituel, est l'essence même de l'idée de démocratie. C'est ça que je veux essayer de vous montrer. La réelle démocratie, elle vient de cette compétence universelle que possèdent tous les peuples. Et donc, aristocratie et démocratie se rejoignent ainsi dans leur essence spirituelle commune. Et c'est encore pourquoi, loin de les opposer, l'élite aristocratique, celle d'hier comme celle d'aujourd'hui et de demain, et son peuple démocratique, tous deux guidés par les mêmes valeurs, peuvent et doivent travailler ensemble afin d'accomplir le miracle de l'unité. Je fais ici référence à la loi d'analogie fondamentale, selon le premier verset de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, pour ceux qui le connaissent. Et je vous le cite, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, afin que s'accomplisse le miracle d'une seule chose, le miracle de l'unité. » Voyez-vous, toute la vie fonctionne avec ce dogme fondamental. C'est ça le mariage des contraires dont je vous parle depuis le début. Ce mariage des contraires, c'est toujours deux opposés, apparemment opposés, qui doivent s'unir et travailler ensemble, comme nos deux hémisphères qui travaillent ensemble. Vous voyez, toute la vie, elle fonctionne comme ça. J'en ai déjà parlé. Comme une cellule, comme un atome fonctionne aussi comme ça, voyez-vous. Tant que un peuple ne sera pas écouté par une élite et qui accomplirait les décisions d'un peuple, élite et peuple ne travaillent pas ensemble. Un peuple a besoin d'une élite, et une élite ne peut vivre confortablement en contrepartie de ses compétences individuelles que si elle dirige un peuple. Une élite sans peuple, il n'y a plus personne pour les nourrir. Donc, va bien falloir travailler ensemble. Et c'est là, c'est-à-dire que tous deux doivent être guidés par les mêmes valeurs. Alors vous pouvez douter de cette comparaison que je vous propose entre l'ancien cœur d'un roi et ce nouveau cœur d'un peuple, mais ne doutez jamais de la puissance de la démocratie quand elle est l'expression du cœur d'un peuple, d'autant qu'elle est en péril en ce moment et même dans l'avenir. La fameuse gouvernance mondiale actuelle veut faire disparaître les démocraties. Et donc voilà une autre manière de formuler ce nouveau récit national que j'ai déjà proposé il y a 2-3 chapitres, et me permet d'envisager une nouvelle définition, une nouvelle proposition d'une démocratie. Je cite, l'essence d'une démocratie, l'essence, le fondement, réside dans le cœur spirituel des peuples, qui lui confère une compétence universelle morale en regard des compétences individuelles des élites. Voilà comment une démocratie fonctionne avec une aristocratie, au sens du pouvoir des meilleurs. Aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs. Voilà. C'est dans ce sens-là que cette aristocratie est une élite à condition qu'elle sert les peuples. Sa compétence universelle, celle des peuples, d'un peuple, est une vision d'un meilleur avenir. C'est ça qui est très important. Hissé par l'intérêt général, donc les valeurs universelles, en fonction de l'évolution de la société et de ses mœurs. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas s'il y a quelques années, le peuple français aurait voté le mariage pour tous. Je ne sais pas. Je pense que c'est très partagé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 50 ans, il n'aura pas voté. Et peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça aurait été voté. Et peut-être que ça aurait été voté, d'ailleurs, il y a quelques années, quand la loi est passée. Mais la loi est passée sans l'avis du peuple. Vous voyez, basée sur des sondages, sur de la politique politicienne. Voilà, on n'a pas demandé l'avis au peuple, réellement. Eh bien, si on avait posé cette loi, on l'avait
bien formulée, avec ses avantages, ses inconvénients, par des hommes compétents en la matière, bien évidemment, par l'élite, hein, qui nous aurait informés, eh bien, s'il y avait eu un vote, un référendum, hein, un vote pour cette loi, comme je préconise qu'il faut que nous votions toutes les lois, en tout cas toutes les lois principales, eh bien là, on aurait su si c'était oui ou si c'était non. Et on aurait une réelle réponse. Vous voyez? Et à ce moment-là, eh bien, la minorité qui aurait voté contre ne discuterait plus. Parce que tous nous savons que c'est le cœur des peuples qui est réellement compétent et qui sait à un instant T ce qui est bon pour le peuple. Et ce qui était bon il y a 50 ans n'est plus bon aujourd'hui pour le même peuple. Mais les générations sont passées aussi, il y a eu une évolution, et certainement ce qui est bon aujourd'hui ne sera plus bon non plus dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Les compétences particulières individuelles des élites ont donc pour fonction de mettre en œuvre la vision des peuples, le cap, les décisions fondamentales, qui sont morales. Voyez-vous, elles sont de nature d'essence morale. C'est bon ou pas bon pour le peuple. Il y a donc ici une inversion paradigmatique. Voyez-vous, on n'est même plus dans la question si on est dans un changement de nature ou de degré. Non seulement on est dans un changement de nature, mais on a une inversion paradigmatique. C'est-à-dire que tout le système de la démocratie d'aujourd'hui marche à l'envers. Donc ce ne sont plus les élites qui guident ce que tout le monde croit d'une manière générale, ils sont supposés guider, et puis on se rend compte qu'ils ne guident rien du tout, alors là, surtout en ce moment. Hein. Donc ce ne sont plus les élites qui guident le peuple par leurs compétences individuelles, mais c'est l'inverse. De la même manière, ce ne sont plus les élites qui remplacent le cœur du roi dans mon analogie de droit divin, mais c'est le cœur spirituel des peuples qui remplace le cœur spirituel des rois de droit divin. Je pense, je ne sais pas, enfin, l'histoire raconte que Saint Louis, enfin c'était Louis IX, qui était thaumaturge, qui guérissait sous son chêne, ce que raconte la légende. Peut-être que les historiens peuvent confirmer ou pas, je suppose que c'était plus ou moins une légende, mais plus ou moins une légende sur quelque chose de réel. Je crois que les rois, disons, quand ils recevaient l'onction à Reims, recevaient une aptitude et ils avaient un cœur qui leur permettait d'être thaumaturges, c'est-à-dire de guérir les gens du peuple qui étaient malades. Dès lors, la vraie démocratie incarne le pouvoir spirituel des valeurs universelles qu'exprime le suffrage universel sur le pouvoir temporel confié aux élites. Hein? Valeurs universelles, compétence universelle, pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple, hein? Et pouvoir temporel confié aux élites. Ainsi, la souveraineté populaire ne se dessaisit plus de son véritable pouvoir. La démocratie représentative mute en une authentique démocratie directe et participative. Les représentants sont là, mais ils n'ont pas le pouvoir de voter. C'est ça l'idée. Vous voyez, changement de paradigme. Pourquoi ne jamais douter de l'idée de démocratie au sens que je propose? Parce que votre cœur est votre démocratie. Parce que mon cœur est ma démocratie. Parce que nos cœurs français sont notre démocratie française. Parce que les cœurs des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Chinois, des Américains, sont la démocratie italienne, allemande, espagnole, etc. Alors, et seulement alors, tous les peuples pourront réellement fraterniser tout en conservant chacun leur spécificité culturelle, sociale. Tout ce qui fait que la France est la France, l'Italie est l'Italie, l'Angleterre est l'Angleterre, a une spécificité extérieure
culturelle. Mais tous, nous avons les mêmes valeurs universelles gravées dans nos cœurs. Et c'est pourquoi je pense qu'effectivement, c'est pour cette raison que la notion de nation ne doit jamais disparaître. Il y a trop d'histoires pour avoir fait ces nations, trop de guerres, de frontières, vous voyez. Et donc, on voit bien, si vous voulez, quand on voyage, ne serait-ce qu'en Europe, quand on passe d'un pays à l'autre, on sent bien qu'il n'y a pas la même âme, voyez-vous. Il y a l'âme d'un peuple, il y a l'âme d'un pays, l'âme d'une nation, qui sont tous des mots, pas pays, mais tous des mots immatériels. Une nation, c'est très immatériel. Donc la nation française, la nation allemande, la nation italienne, c'est très immatériel, voyez-vous, parce que ça a une consistance spirituelle. Elle est là. La gouvernance mondiale, organisée depuis un demi-siècle par les élites mondiales à leur profit, deviendrait une gouvernance mondiale des peuples par leur suffrage désormais intelligent et en conscience de l'intérêt général de la planète. Voyez-vous, reformons nos nations. Alors, évidemment, bien sûr, il faudra sortir des traités européens. De toute façon, on va y aller, de toute façon. Mais, de gré ou de force, on va y aller. Mais bien sûr qu'il est bon de faire une Europe, c'est-à-dire, bien sûr, de fraterniser entre les peuples. Et puis, il est bon de faire un monde, je ne veux pas dire globalisé, parce que le mot n'est pas vraiment positif, mais disons un monde fraternel. Voilà. De former une humanité. Bien sûr que c'est ce qu'il faut faire, voyez-vous. Et à ce moment-là, si vous voulez, cette gouvernance mondiale qui respecterait les valeurs universelles serait alors réellement garante de la paix. Ça, c'est un conte, car aucun peuple ne souhaite la guerre. Aucun peuple n'a déclaré la guerre. Les peuples ont suivi les élites qui ont déclaré la guerre pour des motifs personnels. Donc, ça serait une véritable garantie de la paix qui n'existe pas. Il n'y a jamais eu de paix dans le monde, il y a de paix totale dans le monde. Et ça serait également la garantie d'une économie durable et équitable au profit de la planète qui, bien évidemment, est bien malade. Voyez-vous, c'est très important. C'est parce que, c'est pour ça, si vous voulez, c'est que nous n'avons pas le choix. Ce que je vous raconte, nous n'avons pas le choix. Il va falloir passer d'une société égoïste à une société altruiste. Il va falloir traiter ces trois piliers dont je vous parle depuis le début, la propriété, l'argent et le travail. Il va falloir le faire. Je vais revenir dans un programme que j'ai écrit et qui était une ébauche. Mais si nous restons comme ça, nous allons effectivement vers l'effondrement. Les collapsologues auront eu raison. Et ils n'ont pas envie d'avoir raison. Alors dès lors, avançons. Nous venons de remettre à l'endroit le processus de vision, donc de décision, d'une démocratie authentique. Selon, du reste, je vous rappelle, sa propre définition étymologique, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Puisque selon la thèse que je vous propose, le peuple, enfin, possède une réelle compétence, donc un réel pouvoir. Concrètement, la représentation nationale, élue sur un programme intelligent, propose une loi au peuple, l'argumente dans l'intérêt général, et le peuple la vote, oui ou non. Si oui, la loi est promulguée, sinon les élus la repensent et la proposent à nouveau. Prenons l'exemple actuel de la loi relative à la sécurité globale. Si le gouvernement s'expliquerait avec sincérité face au peuple, qui serait désormais informé, voterait oui ou non en fonction de l'intérêt général, du point de vue moral,
Parce qu'au final, aucun peuple est contre sa police. Et tous reconnaissent son utilité. Et pourtant, on se retrouve maintenant les uns contre les autres. Pourquoi? Parce qu'une police est d'abord au service du peuple. Et la loi qui est en train d'être proposée, elle n'est pas au service du peuple. Une police est au service du peuple et non au service d'un gouvernement qui gouverne par la peur. Et cette loi, me semble-t-il, et je ne suis pas du tout compétent, me semble-t-il, est une loi pour gouverner par la peur. Donc évidemment, elle ne passerait pas en l'état. Et effectivement, les lois passeraient que lorsqu'elles seraient réellement bénéfiques et réellement utiles, et pas on empile, puis on ne sait plus où on en est. Alors du coup, avançons. Comment caractériser le rapport démocratique, la fonction, le rapport démocratique entre l'élite gouvernementale et les élites en général et son peuple? Alors déjà, quand je vous ai fait l'analogie avec le cœur du roi et le cœur du peuple, là maintenant, voilà ma réponse, mais je vais m'en expliquer. Eh bien, ce sont les trois vertus spirituelles, la foi, l'espérance et l'amour au sens de compassion, et les trois vœux spirituels, le vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, qui caractérisent ce rapport démocratique entre élite et peuple. Je vous demande un peu de patience, car en effet, voilà une manière de caractériser ce que j'appelle le même cheminement spirituel. Voyez-vous, le même cheminement spirituel entre ce que représentait le cœur du roi au service de son peuple, c'est-à-dire l'incarnation des valeurs universelles dans la vie concrète, la vie quotidienne, et le rapport démocratique que je vous propose, c'est cette même incarnation des valeurs spirituelles dans la vie quotidienne. De ce point de vue, un authentique roi avait foi en sa destinée de droit divin. Et pas pour devenir un tyran, hein, bien sûr. Et par suite, il avait foi en sa vision spirituelle pour guider son peuple. Cette foi était accompagnée de l'espoir d'améliorer son sort, le sort du peuple, pour une meilleure vie quotidienne. Et sans jamais oublier sa compassion, donc l'amour-compassion, face aux difficiles conditions de vie, notamment des plus pauvres et des malades. C'est dans ce sens qu'il était également théurge. De même, il faisait vœu de pauvreté en esprit. Tout ça, je vais y revenir et m'expliquer dans la prochaine vidéo. C'est juste une synthèse. Il faisait vœu de pauvreté en esprit par la prière. Aujourd'hui, si on est non-croyant, par la méditation, c'est la même chose. C'est le même effet. C'est ce qui permet de se relier à sa dimension spirituelle et d'écouter son âme-cœur. Donc, par la prière, afin d'écouter les directives de son cœur, pour mieux guider son peuple. Que l'on dise que ça vienne de Dieu ou de son cœur, pour moi c'est pareil. D'accord? Et enfin également, également vœu d'obéissance. Face à sa destinée, il se devait d'obéir à sa destinée pour mieux incarner les dites directives de son cœur. Et là enfin, vœu de chasteté face aux richesses de son royaume grâce au travail pénible de son peuple. Alors, vous verrez que le vœu de chasteté veut dire beaucoup plus de choses, mais je vais les synthétiser, c'est-à-dire que face à ses devoirs spirituels envers son peuple, il jouissait en retour d'un grand privilège matériel, et toute l'aristocratie jouissait d'un grand privilège matériel. Le problème, c'est qu'il ne faisait que d'en jouir. Il en était de même pour la noblesse et le clergé. Et donc voilà la signification symbolique d'un sacre royal et de son onction spirituelle. Voilà la véritable fonction royale envers son peuple. Eh bien,
en démocratie, par le même cheminement spirituel, le cœur du roi devient le cœur du peuple, nous l'avons vu, et jadis, sa fonction royale temporelle est en analogie avec aujourd'hui la fonction temporelle de l'élite gouvernementale et de son président en tête, à condition qu'ils suivent ces 3 vertus théologales et ces 3 vœux spirituels. Et donc, avant d'aborder la dimension spirituelle d'une authentique démocratie, parce que c'est ce que je vais vous parler dans la prochaine vidéo, il faut que je vous raconte une expérience spirituelle personnelle qui m'a conduit à vous proposer cette vision plutôt originale, enfin j'espère, d'une démocratie. Il y a quelques jours, un soir, avant de m'endormir, je découvre une pensée de François Mitterrand, relatée par Guillaume Bigot, donc dans ce très bon livre Populophobie, qui a comme sous-titre, qui en dit long, « Pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française ?» Le titre est clair. Hein. Bon, mais comment la remplacer? Par qui la remplacer, hein? C'est surtout ça la question. Et donc voilà cette phrase de Mitterrand en 1994. Je cite: « Il faut que le chef de l'État aime les Français et il faut que les Français sentent qu'il les aime. Tout le reste, on ne dira pas que c'est de la littérature, c'est important. Mais s'il n'y a pas cette relation affective, il n'y a rien. » Fin de citation. Et je m'endors avec cette phrase. Je me dis quand même, ils savent tout. Je me souviens d'un comment dire, c'était Nicolas Sarkozy là, quand il était candidat là, un discours, pardon. C'était un discours sur l'amour. Je ne sais plus le nom de qui l'a écrit. Ce discours sur l'amour que j'ai entendu cité, déclamé par Nicolas Sarkozy, je me suis dit, mais ils sont au top les mecs. Ils savent exactement comment ça fonctionne, quoi. J'étais sidéré. Hein. Alors le problème, c'est que c'est toujours des mots, puis c'est jamais des actes. Et donc, quand je lisais cette phrase de François Mitterrand, j'ai dit quand même, il est gonflé parce que pourquoi il l'a pas mis en action, quoi. C'est dingue ce gouffre qu'il y a entre ce qu'ils savent et qu'ils ne font pas, quoi. Et donc, je m'endors avec cette phrase. Et là, je rentre dans un rêve profond où je suis un apprenti chirurgien qui regarde comment greffer un cœur biologique sur un corps inerte, en vue bien évidemment de lui redonner vie. Donc j'étais apprenti, je regardais. Puis je comprenais vite, et dans mon sommeil, je me dis, mais bon, c'est bon, j'ai compris, je saurai le refaire. Et puis je me retrouve, tout de suite après, hein, c'est très instantané les rêves, hein, je me retrouve cette fois-ci à greffer un foie, tout desséché, rabougri, bref, sans vitalité. Je regardais ce foie, je disais, oh, il est pas beau le foie. Et contrairement à la greffe du cœur, les choses se compliquent, je n'y arrive pas. J'essaie de rafistoler des fils, j'y arrive pas. Et je me dis, il me faut de l'aide. Hein. Parce que le cœur, c'est pas comme le foie. Ça marche pas pareil. Et je me réveille avec ce rêve, en tête. Et je comprends aussitôt qu'il s'agit d'un rêve message. Et là, ma tête se met en marche. Et c'est là que c'est assez sidérant, cette pensée du cœur qui est immédiate. Hein. C'est pas une pensée rationnelle là, qui décrit, qui se découle, qui se déroule. Vous voyez, c'est immédiat. Hein. Et donc, dans cette même immédiateté, apprenti chirurgien de la vie spirituelle de l'homme, qui l'étudie depuis des années, hein, votre serviteur, je perçois que le cœur biologique en bonne santé de mon rêve symbolise
le cœur des peuples, sur lequel je greffe, si je puis dire, assez facilement les valeurs universelles. Donc je suis sur la bonne voie. La première partie du rêve me dit, c'est bien, tu es sur la bonne voie. En revanche, le foie desséché, rabougri, dévitalisé, correspondait, c'est ça que je perçois immédiatement, à l'état actuel de la foi des peuples, qui ne croient plus en rien, tellement ils désespèrent de voir un jour émerger un meilleur monde pour eux. Là, on sent bien qu'il y a un désarroi. Et non seulement ça, mais on a même commencé à avoir des problèmes d'ordre psychologique, voire psychiatrie, avec une consommation de psychotropes. Vous voyez, on entre dans un vrai problème. Et j'ai par ailleurs aussi rêvé que le Covid-19, ça allait durer 3 ans. On a fait déjà 1 année. J'espère que ça n'ira pas plus loin. Bref, vous voyez, il y a un vrai problème avec la foi. Pas la foi en Dieu. D'ailleurs, Dieu n'a jamais demandé qu'on ait foi en lui. C'est la foi en nous. La foi en l'amour. La foi en la fraternité. Voyez-vous, la foi dans les valeurs universelles. C'est ça ce qui nous manque. Et c'est ça le vrai drame de la perte de la foi. Alors quand on avait foi en Dieu, en même temps, on avait foi dans ces valeurs que nous apprenaient toutes les philosophies spirituelles, je dirais, pour ne pas mélanger avec les religions temporelles. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le confucianisme, toutes ces philosophies spirituelles, que ce soit tant en Asie, et puis bien sûr la pensée chrétienne, même lorsqu'il y a eu des schismes avec le protestantisme, tout ça, c'est toujours là les valeurs spirituelles. On discutait de la virginité de la Vierge, ce qui n'est pas l'essentiel. Hein. La chasteté, c'était ça l'essentiel, mais pas la virginité de la Vierge. Donc si vous voulez, ce que le rêve me disait, ce que je prenais conscience, hein, c'est que le rêve me disait, mais le problème c'est la foi. La foi des peuples en eux. Vous voyez où je veux venir ? Et de plus, le rêve m'invitait à faire un lien auquel je n'avais jamais pensé. Un lien entre la foi et la relation démocratique. Ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'a jamais vraiment fonctionné en démocratie, c'est que les élites n'ont pas la foi dans leur peuple, et les peuples n'ont pas confiance, qui est une forme de foi, n'ont pas confiance dans les élites. Voilà le cœur du problème. Plus encore, je compris, toujours aussi spontanément, c'était fulgurant dans ma tête, que je devais relier les 3 vertus théologales et les 3 vœux spirituels pour expliquer le fonctionnement démocratique entre un peuple et son élite. Du point de vue de la morale politique, voyez, un jour j'ai entendu un ministre qui disait mais la politique c'est pas de la morale, c'est du droit. J'ai entendu ça un jour, il y a bien longtemps. Hein. C'était un socialiste. Hein. Et je pense même que c'était une femme socialiste. Hein. La politique c'est pas de la morale, c'est du droit. Quand on fait de la politique, on fait du droit, on fait pas de la morale, vous voyez. Cahuzac, hein, oui. Bon. Autrement dit, si vous voulez, le lien, donc ce que j'ai fini par appeler donc le lien entre l'élite et la démocratie, dans une politique, pour une politique spirituelle, ou du versant spirituel de la politique, si vous préférez. Et donc voilà, je voulais vous dire à quel point, regardez, voilà un exemple de ce qui est un mariage des contraires, entre le versant spirituel qui féconde la conscience terrestre, par une inspiration que je suppose, moi, très utile, face au questionnement que je me posais, et donc face à cette nouvelle conception de la démocratie. Je cherchais, si vous voulez, comment fonder une relation équitable, voyez-vous, une relation qui peut vraiment incarner concrètement ces valeurs universelles. Et donc, en fait, j'étais à mi-chemin, voyez, et ça, c'est cet adage, si vous voulez, aide-toi
et le ciel t'aidera. Voyez, ce aide-toi, je pourrais le dire, et ton âme t'aidera. Ton âme-cœur t'aidera. Voyez. Et donc on voit bien dans cet exemple ce caractère d'immédiateté, enfin c'est ce que j'ai vécu, que je partage avec vous, merci de me croire. Donc de cette pensée du cœur, laquelle se laisse saisir a posteriori par la pensée rationnelle, qui va par suite vérifier la pertinence ou non du message. Et donc dans la foulée, j'ai écrit le déroulement de ce même message, mais dans sa version rationnelle, bien sûr, telle que je vous la raconte, et donc celle que je vais vous livrer dans la prochaine vidéo. Donc du coup, ça a un peu bouleversé mon plan. Donc mon plan, il est un peu désarticulé. Qui n'a pas vécu ce type d'inspiration? Qui ne s'est pas réveillé un matin avec la réponse inattendue d'un problème apparemment insoluble la veille? C'est une expérience que nous faisons tous. Et si vraiment une personne se dit « Non, moi j'ai jamais vécu ça », je vous promets qu'elle est passée à côté. Parce que nous le vivons tous à notre échelle, qu'importe. Il n'y a pas de niveau du côté spirituel, il n'y a pas de niveau social. On est tous dans l'égalité, dans une égalité de dignité. Bien. Dans le prochain chapitre, nous allons donc découvrir comment s'articulent ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour, au sens charité, au sens compassion. C'est le mot compassion qui me paraît le plus adéquat. Et les trois vœux spirituels, ces trois vœux de pauvreté, nous verrons que ça n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle, d'obéissance, et nous verrons que c'est pas juste j'obéis à une tyrannie, hein, c'est pas du tout ça, et de chasteté, là encore, ce n'est pas une question charnelle dans ce vœu de chasteté. Et donc, je vous propose de voir ces trois vertus théologales, ces trois vœux spirituels, dans la relation démocratique, de l'adapter à la relation démocratique entre un peuple et son élite. Et c'est ce que m'a dit ce rêve. Alors, sera-t-il suivi? Je ne sais pas, mais c'est ce que m'a dit vraiment ce rêve, voyez-vous. Donc, le prochain chapitre, c'est pour une démocratie spirituelle. Pour une démocratie spirituelle. Merci de votre patience, merci d'être allé jusqu'au bout.